Lecture du livre Nos âmes immortelles, chapitre 3, l'allocution. Je n'arrive pas à rester sans rien faire. Lucas est devant sa console depuis trop longtemps, alors je lui dis de stopper, ce qu'il fait en râlant, et je le traîne dans la cuisine pour confectionner le repas. Je laisse mon fils s'occuper des pâtes, tandis que je m'occupe de l'accompagnement avec des tomates et de la ricotta. Nous mettons tout sur la table et je m'approche de Léa qui tapote frénétiquement sur son ordinateur. « Allez, fais une pause et viens manger. C'est déjà la merde, on n'y peut rien pour l'instant, alors prends le temps de décompresser. »« Maman, gros mot !» s'exclame Lucas. « Mince, mais tu as des oreilles bioniques ou quoi ? Et non, j'ai pas dit de gros mots. » Léa se lève en ricanant. « Tu as bien entendu, Lucas, ta maman a dit merde. »« Je le savais !» crie-t-il victorieux. « Eh oh, le soutien entre femmes, ça te parle ?» Elle ricane. Ses yeux sont moins sombres. Une fois à table, Lucas nous explique son jeu et argumente longuement sur le fait que ce serait super si je pouvais lui acheter de nouveaux skins. Moi, je n'ai qu'une seule envie, demander à Léa si elle a obtenu d'autres informations, mais elle mérite bien une pause. Ils se mettent tous les deux contre moi pour essayer de me convaincre de mettre de la monnaie virtuelle dans le jeu, Lucas avec espoir, et Léa juste pour m'ennuyer. Je fais mine de céder à leur stratagème juste pour garder cette bulle de réalité un peu plus longtemps. À la fin du repas, Lucas repart sur son jeu et Léa sur son ordi. Je m'occupe l'esprit en faisant la vaisselle. C'est fou quand même. Hier midi, tout allait bien. Enfin, pas tout. Il y avait beaucoup de choses à régler dans le monde, mais je me comprends. Hier, mon seul souci était de gérer un trou dans mon planning. L'avenir était tracé. Je savais déjà dans quel collège Lucas irait, où on partirait pour nos vacances. Et en moins de 24 heures, tout ça avait disparu. Envolé. Détruit. Je suis en train de nettoyer la table quand Léa me rejoint. J'ai des infos. La première ministre va faire une allocution dans 20 minutes. J'ai tout fait pour avoir plus de détails, mais tout est bloqué. Pas de nouvelles au niveau de mes contacts dans l'armée, les transports, la police, et même dans la presse nationale. J'ai l'impression que toutes les communications sont surveillées, filtrées ou coupées. Les téléphones ont dû être confisqués, ou alors ils utilisent une technologie qui coupe toute transmission. Dans les canaux plus officieux, il y a plusieurs théories et témoignages. Je dois encore étudier ça avant de t'en dire plus, mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ta voiture et éteindre ton téléphone dans le doute. J'ai une bâche dans le cabanon. Tu penses qu'ils vont venir chercher les enfants qui ont échappé à leur plan de ce matin ? C'est possible, oui. L'angoisse menace de m'achever, mais je décide de ne pas la laisser faire. Je vais faire ça, je veux prendre aucun risque. Je saisis mon téléphone et je l'éteins immédiatement. L'écran noir me renvoie mon propre reflet, pâle et angoissé. Je sors, trouve facilement la bâche et recouvre la voiture avec des gestes brusques. Mais avant de terminer, juste avant de rabattre la bâche, je vide mon coffre. Je récupère mon sac d'évacuation de 72 heures, le pack d'eau et le sac de nourriture en plus. Ne sachant pas ce qui se passe dehors, il faut mieux ne pas bouger d'ici pour l'instant. Je rentre mes affaires et commence à organiser les vivres sur le plan de travail de la cuisine. Léa s'approche de moi, son ordinateur à la main. Ça y est, la première ministre va faire son discours. Viens avec moi dans la chambre. Je la suis et m'installe avec elle devant l'écran. Elle se branche sur une chaîne d'information. Il n'y a plus d'image de plateau, juste une bannière fixe avec un compte à rebours annonçant l'allocution prochaine. Regarde. Elle ouvre d'autres onglets sur différents réseaux sociaux. Plus aucune vidéo, aucune autre info. Partout, cette même bannière et ce même message. Tout est bloqué, même sur les chaînes de télé classiques. Il veut vraiment que la terre entière voie cette prise de parole. Cela ne me dit rien qui vaille. Soudain, l'image change. Une vidéo apparaît et se lance simultanément sur tous les supports. La première ministre se tient debout, derrière son pupitre, la date du jour bien en évidence. Les drapeaux en arrière-plan. On la sent déterminée. Elle porte une tenue aux accents beaucoup plus militaires qu'à l'accoutumée. Quand elle commence à parler, plusieurs échos lui répondent. Chaque onglet ouvert diffuse le même son, créant une résonance étrange dans la pièce.
Une fois les onglets inutiles fermés, nous pouvons enfin écouter son discours. Chers compatriotes, aujourd'hui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Aujourd'hui est un jour axé sur le courage et la dévotion à son pays. À l'heure où je vous parle, plusieurs pays confrères et nous-mêmes entrons en guerre contre un puissant ennemi commun. C'est pour cela que Monsieur le Président n'a pas pu être présent pour vous l'annoncer lui-même. Il a beaucoup de choses à gérer, mais il sait qu'il peut compter sur votre soutien, votre patriotisme, votre courage et votre force. Car la victoire ne sera possible qu'en nous unissant. Ne faire qu'un, unis contre la menace. Oui, la peur sera de la partie, le doute aussi. Mais tout cela sera vite remplacé par la certitude de l'action juste, d'agir pour la liberté et la justice. C'est pour cela que le président a ordonné l'évacuation de tous les enfants de la maternelle au collège afin de les mettre en sécurité. Ce sont notre avenir, votre avenir, ce que vous avez de plus cher. Et nous devons, nous, l'État à qui vous avez donné votre confiance, que vous avez choisi. Oui, c'est à nous d'assurer leur sécurité. J'invite d'ailleurs chaque parent qui a encore ses enfants chez lui, ainsi que les parents de nouveau-nés, à se rendre rapidement vers la mairie la plus proche pour assurer leur sécurité. Sans cela, leur avenir pourrait être plus funeste. Elle fait une pause pour bien appuyer ses propos, en regardant intensément la caméra. Oui, je dis des mots terribles. Mais je me dois de vous dire la vérité. L'ennemi est déjà sur notre sol. Il a coupé toute communication et attaque par voie aérienne des écoles, des hôpitaux et plusieurs villes. Heureusement que nous avions déjà évacué les écoles. Sa voix ne tremble pas. Elle débite son discours avec une froideur chirurgicale. Je sens mon cœur s'emballer, battant si fort contre mes côtes que j'ai l'impression qu'il va céder. Mais l'ennemi, mais quel ennemi! Et cette injonction d'aller à la mairie, c'est un piège, je le sens au plus profond de mes tripes. Elle justifie l'enlèvement des enfants par une menace aérienne invisible. Si les communications sont coupées, c'est eux qui l'ont fait, pas un ennemi mystérieux. Je regarde Léa, elle est livide. Son regard passe de l'écran à moi, puis elle murmure. Elle ment, Anna. Elle ment sur toute la ligne. Je pense à Lucas, juste derrière la porte, et à l'idée qu'elle me demande de l'emmener moi-même à la mairie pour qu'il le prenne. Une nausée violente me tord l'estomac. Être loin de mon fils est impossible pour moi. Il est ma vie. Je préfère mourir que leur donner mon fils. Des vies ont été sauvées, et nous en sauverons d'autres. Et pour cela, nous avons besoin de vous, de chaque personne en âge et en capacité de se battre. Rendez-vous dans la mairie la plus proche afin de vous inscrire pour le recensement des protecteurs de la nation. C'est ce que vous êtes, des protecteurs, des héros qui protègent tout ce que nous avons si durement acquis et construit. Chaque personne passera un contrôle médical et sera ensuite placée dans une section en fonction de son état physique et de ses compétences. Elle commence alors l'énumération de ces sections, sa voix incitant au patriotisme, récitant une liste que l'on devine malicieusement réfléchie. La section Fraternité d'armes, pour les repas, le soutien, l'écoute et l'entretien. La section Les piliers de la nation, pour le soutien organisationnel, logistique et administratif. La section Les protecteurs des frontières, les héros sur terre, en mer et dans les airs. La section Les yeux de la victoire, renseignement, écoute et infiltration. La section Les bâtisseurs de l'avenir, pour les grands esprits dédiés à l'innovation et à la maintenance. La section Les guérisseurs du salut, les anges qui prendront soin de nous tous. Toute absence déclenchera une visite à votre domicile
Et si malgré cette visite, vous êtes toujours absent, des moyens seront débloqués pour vous retrouver. Des moyens qui sont essentiels à l'effort de guerre et à la victoire. Je vous demande donc de nous aider à économiser du temps et des ressources en venant directement dans la mairie la plus proche dès la fin de cet appel. Protéger la nation est un devoir. Tout refus sera qualifié de trahison et vous serez considéré comme un collaborateur, voire même un ennemi. Aidez à convaincre vos proches, guidez-nous vers eux s'ils ont des doutes, nous les écouterons. Nous voulons tous un avenir meilleur et grâce à vous tous. Héros, protecteurs et bâtisseurs de ce si beau pays, nous y arriverons. Merci pour votre écoute. Nous nous reverrons pour fêter notre victoire. Fin de transmission. La vidéo s'arrête, laissant place à la bannière fixe du gouvernement. Le silence qui suit est assourdissant. Une visite à domicile. Je répète, la voix étranglée. Ils vont passer dans chaque maison. Ce n'est plus une invitation, c'est une traque. Sous couvert de nous aider à nous déplacer, ils vont faire du porte-à-porte. Si je reste ici, ils vont frapper à la porte, entrer et trouver Lucas, mon fils qui n'est pas censé être là. Mon fils qu'ils veulent mettre en sécurité, personne ne sait où. Léa se tourne vers moi. Son visage est d'une pâleur extrême. Anna, s'ils viennent ici et qu'ils voient qu'on n'est pas allé se recenser de nous-mêmes, on sera considéré comme suspecte. Ils ont déjà tout prévu, Anna. Le vocabulaire, les sections, la trahison. C'est un système de délation et de traque qui se met en place en direct. Et s'ils trouvent Lucas alors qu'il est censé être déjà évacué, elle n'a pas besoin de finir. On ne peut pas rester ici et attendre qu'il frappe à la porte. Je me rassois et prends ma tête dans mes mains. Mon cœur s'affole, mes pensées aussi. Je sens alors comme un déclic en moi. Une sorte de mode survie s'enclenche, me permettant d'éloigner cette partie de moi qui veut seulement se rouler en boule et pleurer. Inspire, expire. Je me force à respirer pour calmer le chaos intérieur et je commence à faire tourner plusieurs scénarios dans ma tête. Bon, on a quoi comme info ? Je regarde Léa. Elle a le regard perdu loin, très loin. Je reprends pour nous forcer à réfléchir. Bon, on sait qu'ils ont 1000 paquets au niveau des effectifs. Militaires, pompiers, policiers, peut-être même des mercenaires. Ils ont les moyens logistiques pour gérer une grosse population. Ils ont sûrement prévu un plan pour les réfractaires et ceux qui essayent de fuir. On sait qu'ils sont présents au niveau des mairies. On a peut-être du temps avant qu'ils découvrent notre absence, non ? C'est énorme à gérer tout ça. Ça va prendre du temps pour repérer ceux qui refusent. Non, c'est simple, reprend mon ami d'une voix blanche, sans me quitter des yeux. Ils vont faire des rondes, être vigilants au mouvement, aux lumières dans les maisons, aux véhicules garés. À n'importe quel signe de présence. Ça va leur permettre de cibler leurs interventions. Ils vont aussi organiser des barrages routiers et forestiers. Mais c'est énorme en termes d'effectifs et d'organisation, m'écriai-je. Il doit bien avoir une faille. Tous ces soldats ne peuvent pas être d'accord avec ça. Mais tout le monde a perdu sa bienveillance et son humanité ou quoi ? Ma voix a déraillé sur la dernière phrase. L'idée que des milliers d'hommes et de femmes acceptent d'arracher des enfants à leurs parents et de traquer leurs voisins me donne la nausée. Mon amie se redresse brusquement et saisit son ordinateur. « J'ai une idée, dit-elle. Je la regarde tapoter frénétiquement sur les touches. Je vais regarder sur le dark web ce qui se dit. Si des soldats ou d'autres ne sont pas d'accord et veulent agir, c'est par là qu'ils iront. Ça marche, je te laisse faire. Je vais faire le tour de la maison pour voir comment limiter la tension. Je sors. Je remonte la petite allée jusqu'au portail. Soudain, le bruit d'un moteur qui démarre me fait sursauter. Je fonce derrière le muret pour me cacher, le cœur battant à tout rompre. Je lève légèrement la tête. C'est la voiture d'un des voisins qui s'éloigne. Est-ce qu'il tente de s'enfuir ou est-ce qu'il court se livrer ? Et d'ailleurs, comment les soldats vont-ils gérer l'afflux d'autant de monde et de voitures ?
Mais pourquoi je me demande ça, sérieux? Prenez le plus de temps possible, enfoiré. Oui, je lance des insultes, mais au moins dans ma tête, je peux. Une fois la voiture partie, une idée me traverse l'esprit. Je me relève, j'enlève la bâche de ma voiture et je décide de la garer chez ce fameux voisin, à l'endroit le plus caché possible. Puisqu'ils sont partis, ça ne gênera pas et ça rendra la maison moins habitée aux yeux d'une patrouille. Je rentre chercher les clés de la voiture de Léa dans l'entrée pour la cacher elle aussi. Je décide de laisser le portail ouvert. Après tout, qui prendrait le temps de fermer son portail à clé en partant précipitamment à la guerre? Je range la bâche et je me mets à observer la maison de l'extérieur, essayant de deviner quelle pièce nous offrirait la meilleure sécurité, loin des regards indiscrets de la route. Bon, si on ferme les volets, ce sera louche. Si j'étais un soldat, quel détail attirerait mon attention? Le gros souci, c'est la lumière. Il faut qu'on se cache dans une pièce sans fenêtre. Je rentre et j'inspecte chaque recoin. La cuisine et le salon donnent sur l'allée. Toutes les chambres ont une fenêtre, la salle de bain aussi. Il reste la buanderie. Si je l'aménage, on pourra s'y installer tous les trois pour la nuit. Je pousse la machine à laver vers l'avant et avec des meubles de rangement, je crée un espace caché au fond. Le but est simple, même en cas de visite, on ne doit pas nous trouver. Je prends aussi une serviette, j'en fais un boudin et je le scotche en bas de la porte côté intérieur. Si on allume la lumière la nuit, ça évitera qu'elle filtre dans le couloir. Je l'espère du moins. Maman, tu fais quoi? Je sursaute violemment. J'étais tellement concentrée que je ne l'ai pas entendu approcher. Ben rien, je fais une cabane, dis-je, lançant la première idée idiote qui me traverse l'esprit. Il me regarde suspicieux. Sérieux, maman? Je sais bien qu'il y a un truc bizarre. Vous vous isolez avec Tata, je t'ai entendu crier. Je vous vois stressée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus un enfant, maman, je veux que tu me dises la vérité. Je soupire et m'assois à même le sol. Il fait de même. Moi dans la buanderie, lui dans le couloir, juste devant moi. Je l'observe. Il a tellement grandi. Pour moi, c'était hier la première fois où je l'ai pris dans mes bras. Son premier fou rire, sa grande foi dans une piscine, et quand il a goûté à la vitesse et à la liberté sur son vélo. Sa première rentrée à la maternelle, où, comme toutes les mères, j'ai versé ma larme en me disant que c'était encore un bébé. Aujourd'hui, son regard est droit, exigeant. Que dois-je lui dire? La vérité brute, au risque de le briser, ou un mensonge pour protéger ce qui lui reste d'innocence? Je sais au fond de moi qu'il a raison, et pour survivre à la suite, elle doit savoir. Maman, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu déménages tout? Je prends une grande inspiration et je décide d'être honnête. On doit se cacher, Lucas. Il écarquille les yeux, incrédule. Nous cacher? Mais de quoi? Des soldats, enfin de l'État. Ils veulent que tout le monde rejoigne ce qu'ils appellent l'effort de guerre. Je lui raconte tout. Je lui parle de la vidéo, de la première ministre, de cette guerre contre un ennemi dont on ne sait rien, du plan de l'État pour mobiliser chaque citoyen et du fait que soit on y va, soit on est des traîtres. Je lui explique l'essentiel, mais je décide de taire le kidnapping des enfants à l'école. Je ne veux pas qu'il pense à ses camarades de classe, qu'il imagine ce qui aurait pu lui arriver s'il était monté dans ce bus. Je veux lui épargner cette image et cette terreur. Il m'écoute sans dire un mot. Quand je finis, il baisse la tête vers ses pieds et trifouille nerveusement ses doigts. Un geste qu'il a toujours fait quand il est terriblement anxieux. Le silence s'étire, pesant, étouffant. Au bout de ce qui me paraît être une éternité, il lève enfin la tête. Ses yeux sont rouges, bordés de larmes qu'il essaye de retenir. En fait, j'aurais préféré rester un enfant, murmure-t-il d'une voix brisée. Oh, mon amour! J'ouvre les bras et il vient se caler contre moi, se mettant en position fétale,
la tête appuyée sur mon torse. Je l'entoure de mes bras, je lui caresse les cheveux, l'embrassant sur le sommet du crâne. J'aurais voulu prononcer des paroles rassurantes, lui dire que tout irait bien. Mais rien n'ira bien et il a parfaitement compris que son monde venait de basculer. On reste assis un moment, hors du temps, comme si cette étreinte pouvait nous protéger du reste du monde. Quand j'entends Léa s'approcher doucement, je ne bouge pas. Elle a sûrement entendu notre conversation. Elle sait que Lucas est au courant. « Bon, les loulous, pas encore de réponse concrète sur Internet, » dit-elle en rentrant. Elle jette un coup d'œil à la nouvelle disposition de la buanderie. « Pas mal ce que t'as fait, c'est malin. » Soudain, la lumière s'éteint. Léa appuie frénétiquement sur l'interrupteur, mais rien ne se passe. Je demande à mon fils de se lever. On essaye les autres pièces. Le noir complet. Mue par une intuition glaciale, je fonce dans la salle de bain et j'ouvre le robinet. Un petit filet d'eau coule, puis plus rien. Le silence des tuyaux est terrifiant. Ils ont tout coupé, bordel, ils sont intelligents. Ces enfoirés, hurle Léa, debout devant le disjoncteur inutile. Lucas ne relève même pas le gros mot. Il nous regarde nous agiter dans chaque pièce, testant chaque interrupteur comme si on avait l'espoir fou d'avoir tort. Je m'arrête, le souffle court, encore plus dépité. C'est totalement logique et vicieusement intelligent. Personne dans notre société actuelle ne peut survivre longtemps sans eau et sans électricité. Ils n'ont même plus besoin de nous traquer, ils ont juste à attendre que la soif et le froid nous poussent vers leur mairie. « Mince !» s'écrie Léa, son téléphone dans la main. « Plus de wifi non plus, plus de réseau. Comment je vais avoir des infos sur le dark web ?» Ah, je n'y avais pas pensé. Elle lance une flopée de jurons qui aurait fait pâlir n'importe qui. Je la comprends, j'ai aussi envie de hurler, de tout briser, mais je n'en ai plus l'énergie. Je regarde Lucas. Il est totalement enfermé sur lui-même. Apathique, le regard vide. C'est sa manière de gérer les chocs, le silence absolu. Je ne peux que rester là, lui apporter mon amour et espérer limiter les dégâts dans son petit cœur. Mais le voir comme ça, si éteint, me plonge dans une rage folle. J'ai besoin de prendre l'air. Je prends le risque et je sors dans le jardin en faisant attention pour rester invisible depuis la rue. Je fais les 100 pas. Je me remémore tout ce qu'on sait et je cherche des solutions. C'est le seul moyen d'éloigner la folie qui me grignote petit à petit. Bon, on sait qu'ils ont tout préparé à l'avance. Ils ont sûrement anticipé tous nos mouvements. On est comme des rats dans leur laboratoire. Ils savent que presque personne n'a de quoi survivre une semaine chez soi sans eau ni électricité. Avec ce froid, je ne donnerais pas cher de notre peau. Ils parient sur la panique, sur le fait que les gens se résoudront à se rendre rapidement en découvrant les coupures. Mais soudain, une réflexion m'arrête. Peut-être qu'ils n'ont pas autant d'effectifs que ça. Ce serait un déploiement monstrueux de bloquer chaque route, chaque sentier de chaque ville. Si on n'est pas des milliers à fuir en même temps, on a peut-être une chance. Je sens l'espoir renaître, une chaleur qui remonte dans ma poitrine. J'ai une idée. Je rentre rapidement à l'intérieur et je m'active. Je vérifie une dernière fois les stocks de nourriture et d'eau que je rangeais tout à l'heure. Puis je file dans la buanderie, j'attrape mon sac d'évacuation et j'en sors 2 objets précieux. Mon guide et une carte routière détaillée. Je sens une énergie nouvelle circuler dans mes veines. L'espoir est là, concret, grâce à un simple objet entre mes mains. Je file chercher Léa et je la trouve dans sa chambre couchée par terre sur le dos. C'est notre position fétiche, notre rituel ultime quand on vit une crise existentielle. Lucas, lui, est assis sur le lit, la tête dans les mains, prostré. Je les rejoins et m'assois à côté de lui. Je le prends dans mes bras, il lève les yeux vers moi avec une curiosité soudaine. « Pourquoi tu souris ?» me demande-t-il un peu dérouté par mon expression. « Parce que j'ai un plan. »